Tous, l'affaire avait été évoquée dans la presse en mars dernier. Daniel Forestier, un ancien membre de la DGSE, a été abattu sur fond de lutte entre le président congolais et l'un de ses opposants qui s'est réfugié en France. Mais qui était Daniel Forestier et pourquoi l'a-t-on assassiné? On va en parler avec vous, Philippe Reltien, bonjour. Bonjour. Et puis nous recevrons Brendan Kemet, bonjour également. Bonjour. Alors vous publiez L'évasion du siècle, un livre-enquête qui revient sur le parcours et surtout sur les deux évasions spectaculaires du braqueur Redouane Faïd. France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. L'affaire est digne d'un roman d'espionnage. Le cadavre d'un ex-agent du renseignement français a été retrouvé ici, près du lac Léman. Selon l'autopsie, le corps de Daniel Forestier, 58 ans, a reçu 5 impacts de balles. Voilà, ça c'était un extrait d'un reportage de BFM TV diffusé en mars dernier. On y apprend qu'un ancien agent de la DGSE est mort assassiné en Haute-Savoie. Alors on va essayer de comprendre avec vous, Philippe Reltien, donc qui était cet homme et quelles sont les pistes suivies par les enquêteurs. Mais ce qu'on peut d'abord remarquer, c'est que de toute évidence, il est tombé dans un piège. Oui, alors il faut savoir que Daniel Forestier était fasciné par les médecines alternatives et que de temps à autre, il officiait comme magnétiseur. Ce jeudi 21 mars, il a justement rendez-vous avec un patient. Il part donc peu après le déjeuner, il descend en voiture vers Thonon, puis il bifurque sur une toute petite route pour s'arrêter près du calvaire de Marcoran, un coin bien connu des randonneurs. Il a le lac Léman dans son dos, il est 14h45 précisément, et la suite, c'est Jacques Folloroux du journal Le Monde qui nous la raconte. Il devait se garer sur un petit parking en bordure d'une petite commune rurale. Il devait lever son capot pour s'identifier. Une voiture est venue, 2 hommes en sont sortis et ils l'ont tué en 2 temps. Immobilisation, puis ensuite élimination. Donc on est vraiment face à un procédé qualifié de professionnel. Et alors quant à l'arme, on a retrouvé en effet des douilles, mais vous savez qu'avec les professionnels, si vous utilisez l'arme qu'une fois, peu importe qu'on retrouve les douilles, de même que la téléphonie, les téléphones dont étaient éventuellement porteurs les 2 tueurs, ce sont des téléphones qui ont vraisemblablement servi qu'une fois. Donc voilà, l'enquête risque d'être compliquée. Ouais, compliqué peut-être. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut remarquer, Philippe, c'est qu'il semble que Daniel Forestier se doutait de ce qui allait arriver. Oui, et ça c'est le maire de son village, Jean-Luc Soula, qui me l'a raconté. Les 2 hommes étaient assez proches, car Daniel Forestier était un de ses adjoints, et effectivement, quelque temps avant le drame, il lui semblait assez préoccupé. J'ai vu, on va dire, fin septembre, j'ai trouvé effectivement très déprimé, très triste, et je m'étais interrogé, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un projet, quelque chose, une parole malheureuse, mais après j'ai rapidement vu que ça n'avait rien à voir avec le village. Ouais, rien à voir avec le village, donc lui il sent quand même bien, on entend que quelque chose ne va pas, mais une autre personne savait qu'il était menacé. Oui, sa propre mère, âgée de 91 ans, parce qu'il avait devant elle un jour envisagé clairement l'hypothèse de sa disparition, comme le souligne ici Norbert Tricot, un des avocats qui a accès au dossier. Sa mère, juste après l'assassinat, a déclaré aux médias que peu de temps avant son assassinat, son fils Daniel Forestier lui avait déclaré qu'il faudrait prendre des mesures en cas de risque de disparition brutale de sa part. Donc il semble qu'au moins vis-à-vis de sa mère, Daniel Forestier se sentait en danger. Ouais, donc il savait visiblement qu'il risquait d'être assassiné. Et on va voir d'ailleurs tout à l'heure pourquoi. Mais avant ça, Philippe Reltien, il faut que vous nous expliquiez quand même précisément qui était Daniel Forestier. Eh bien, le début de sa carrière a été marqué par un passage dans les forces spéciales. Il entre au 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze, en Moselle, qui est réputé pour être le vivier du service action de la DGSE. Dans les années 90, le 13, comme on l'appelle, participe à la guerre du Golfe, va au Tchad, en République centrafricaine, en Somalie, aux Comores et au Rwanda. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Eh bien, ce que fait tout bon soldat du service action, comme nous le détaille encore Jacques Folloroux. On est vraiment sur un service clandestin qui va être utilisé notamment pour des assassinats ciblés. C'est la part d'ombre de la démocratie qui utilise ces services dans une pure voie du talion. Ils vont aussi procéder peut-être à des destructions, ils vont aussi faire de la formation pour des groupes d'opposants armés dans des pays en conflit, etc. Ouais, donc ça va durer un temps, ça, Philippe. Et après le service action, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va former l'élite des commandos à Orléans, au camp de Sercotte, en tant qu'officier instructeur au CPES, le centre parachutiste d'entraînement spécialisé. Là, on prépare les clandestins de la DGSE qui partent en mission à l'étranger. Et puis, en 2003, à 40 ans passés, il se range et il revient à la vie civile.
Et il fait quoi? Eh bien, il s'installe avec sa famille au pied du massif des Voirons, à Lucinge, en Haute-Savoie. Lucinge a été le dernier refuge de l'écrivain Michel Butor. C'est aussi là que Daniel Forestier va écrire et publier 4 romans policiers, au titre qui rappellent les SAS de Gérard de Villiers, Requiem pour un Savoyard, ou Les Bouquetins se cachent pour mourir. Bref, pour l'avocat de son épouse, Cédric Huissou, cette nouvelle vie est bien plus bucolique que la précédente. On profite d'un cadre assez exceptionnel dans une Haute-Savoie qui est déjà très attractive en tant que telle, de par sa proximité notamment avec Genève. Et au sein de ce petit village paisible, vous avez l'Escapade, qui est un petit bistrot. Et même si, de par son activité professionnelle, il a eu l'occasion eh bien, de quitter la région pendant quelques temps, il y était revenu depuis maintenant de nombreuses années et s'était fait connaître par tout le monde de par son activité professionnelle de commerçant. De commerçant, c'est-à-dire? Eh bien, le buraliste et patron de l'unique bistrot du village, l'Escapade, c'était lui. Le genre d'endroit où tout le monde se croise, suit le foot à la télé ou tape la belote. Ouais, mais il n'était pas que commerçant dans ce village, Philippe, hein, on l'a dit. C'était aussi un élu de la commune. Oui, en 2014, il a été élu sur la liste du maire. Et il était depuis chargé du comité des fêtes, à titre bénévole. Il était donc effectivement proche du premier magistrat, Jean-Luc Soulard. Moi, je retiens le copain, voilà, qui m'a aidé à devenir maire, qui m'a soutenu dans ma petite campagne électorale. Il était un peu mon monsieur défense quand on faisait des événements pour le 11 novembre. C'est lui qui était un petit peu chef d'état-major de ce genre d'événement. Marqueur pour lui, quoi. C'était son côté républicain, militaire, et c'est ce qui nous rapprochait. Oui, il s'occupe donc de la vie municipale, mais il va ensuite revendre son bar-tabac. Il va occuper un autre emploi, et là un emploi très différent. Oui, pour 8 300 € par mois, il part travailler chez Seven Shield, une société de sécurité de Genève. Et il y fait quoi précisément? On lui a proposé de devenir garde du corps de Dinara Koulibaïeva. Bon, alors là, il faut expliquer, c'est qui? Dinara est la deuxième fille de Nursultan Nazarbayev, l'ancien président du Kazakhstan. Et son mari Timour est à ce moment-là le président du fonds souverain de ce pays minier et gazier très riche. La famille s'est installée dans une très jolie villa sur le bord du lac Léman. Bref, la femme que protège Daniel Forestier n'est pas n'importe qui, explique François Pilet, journaliste et éditeur spécialisé de la revue en ligne Gotham City. C'est une branche de la famille, très protégée, fille du président, avec un beau-fils qui fait des affaires. Il y a une industrie de services qui tourne autour de ces gens très riches, comme partout ailleurs d'ailleurs, à Dubaï, à Monaco, à New York. Il existe une industrie spécialisée dans le service aux gens très riches, quelle que soit l'origine de leur fortune. Et donc Daniel Forestier, lui, s'occupe de leur sécurité? Exactement, et du coup, à partir de 2010, il s'absente parfois 3 semaines ou 1 mois pour suivre sa cliente qui fait des affaires dans le luxe en Europe. Mais il part aussi avec elle en villégiature dans le sud de l'Espagne, ou bien il l'accompagne au sport d'hiver. Tout ça se faisait discrètement. Mais le maire Jean-Luc Soulard avait entendu parler de cette cliente, pas tout à fait comme les autres. Je savais que c'était la fille du président de la République du Kazakhstan. Ça me paraissait cohérent qu'une personne qui avait ses revenus était capable de voyager beaucoup à travers le monde. C'est la 4e fortune du Kazakhstan. Ouais, tout à fait, donc ça me paraissait pas incohérent. On sait aussi que dans ces pays-là, le pouvoir aussi c'est très lié à l'économie, aux entreprises. Donc moi, voilà, ça me paraissait tout à fait cohérent qu'il parte 3 semaines, 1 mois, loin. Je ne m'occupe pas de ces affaires. Ouais, la discrétion reste de mise sur ce sujet. Mais lorsqu'il ne part pas, Daniel Forestier, avec la fille de l'ancien président kazakh, Philippe, il exerce une autre activité encore très différente d'ailleurs. Et oui, celle dont je vous parlais au début, il s'était découvert un don pour guérir la douleur. Et il se présentait comme magnétiseur. Par exemple, il soignait les brûlures et il avait le projet d'en faire à terme une activité à temps plein. Et en attendant, il se déplaçait de temps en temps au domicile de ses patients, comme le confirme l'avocat Cédric Huissou. Ça fait que depuis quelques mois qu'il s'était lancé là-dedans, je dirais, à temps plein, passion qu'il avait développée avec encore une fois son entourage le plus proche. Donc on était au début de cette activité professionnelle. Il aidait à arrêter de fumer. Je crois que quand on a été un commerçant dans un bar-tabac, on est au plus proche de certaines addictions, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool. Donc je pense qu'il avait les capacités et le parcours pour se tenir à distance de sa addiction et aider les autres à s'en tenir à distance.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors maintenant qu'on a vu qui était Daniel Forestier et dans quelles circonstances il est mort, Philippe Reltien, voyons pourquoi on aurait pu vouloir le tuer. Et pour ça, il faut qu'on évoque maintenant un complot dans lequel son nom était cité. Oui, si l'on en croit le dossier, début 2018, un groupe de mercenaires français aurait été constitué pour assassiner en banlieue parisienne un opposant déclaré au président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. La cible était un certain Ferdinand Mbao, un ancien général congolais, ex-chef de la garde présidentielle, qui s'est installé en exil à Bessancourt, dans le Val d'Oise. Et l'un des membres de ce groupe aurait proposé 400 000 € à Daniel Forestier pour s'occuper de la logistique du complot, comme nous l'explique encore le journaliste Jacques Folloroux. Le dossier judiciaire dit que donc un ancien copain de l'armée qui s'appelle Susini le démarche et lui demande une forme de prestation de service en termes de filature, en termes de prêt d'explosifs. Donc il apporte son expertise militaire dans le cadre d'une opération d'élimination d'un opposant congolais, l'ancien général Mbao. Le lien avec le Congo et Sassou Nguesso, l'actuel chef de l'État congolais, c'est par ce biais-là, par son ancien copain de l'armée qui le démarche pour l'aider à monter un projet d'élimination. Donc on aurait fait appel à son savoir-faire en matière de commando? Apparemment, et dans le commando figuraient toutes sortes de profils militaires. Ont été cités dans le dossier Bruno Susini, un ancien du service action de la DGSE, devenu employé portuaire, mais aussi un ex-camarade du 13e Dragon Para, aujourd'hui détective privé. Bref, tout ça fleure bon les vieilles méthodes de la France-Afrique. En tout cas, pour Patrick Baudouin, avocat et président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, cette France-Afrique est toujours en filigrane. On parlait à l'époque du général de Gaulle, des barbouzes et tout ce qui gravitait autour. Ce n'est plus tout à fait la même chose. C'est plus sophistiqué, c'est moins caricaturé ou caricatural. Mais au fond, ça subsiste encore très très largement. 400 000 € pour assassiner un opposant, l'information vous paraît crédible? Oui, ça me paraît crédible. Il y a des avocats qui, pour passer 3 jours à un pseudo-procès dans ces pays-là, touchent la même chose. Ouais, ça c'est pas tout à fait le même sujet. Mais pourquoi le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, aurait-il pu vouloir s'en prendre au général Mbao? Alors attention, à ce stade, rien ne le prouve. Mais selon le général Mbao, ce pourrait être l'une des conséquences de la guerre civile qui déchire Brazzaville en 1997. Mbao veut alors prendre le pouvoir, mais c'est Denis Sassou Nguesso qui y parvient. Il fera ensuite emprisonner son rival. Et Mbao finit par se réfugier en France, à Bessancourt, où il rêve de destituer son adversaire. Écoutez Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d'Elf, qui connaît très bien le Congo. Lui pense que la haine entre ces deux hommes s'est amplifiée depuis un événement qui s'est passé en 2012. La résidence du chef d'État s'appelle Pila, à Brazzaville, et à côté, il y avait un dépôt d'armes et de munitions. Et le dépôt d'armes et de munitions a sauté. Et depuis 2012, le chef de l'État, Sassou Nguesso, a le sentiment que tout le monde lui en veut, tout le monde veut le tuer. Et donc il a pris l'idée que c'était le général Mbao qui lui en veut personnellement, parce que sa famille a été décimée par Sassou Nguesso, et donc il considère que c'est ce général qui est celui qui essaie de renverser, ce qui est, compte tenu de l'endroit où il est aujourd'hui, à savoir la région parisienne, un peu tiré par les cheveux. Ouais, un peu tiré par les cheveux, peut-être. En attendant, la réalité, c'est que les deux hommes se soupçonnent mutuellement de vouloir la disparition de l'autre. Oui, et un autre événement a encore alourdi le climat. Ça se passe le 10 novembre 2015, ici en France, à Bessancourt. Un homme s'approche par derrière du général Mbao devant chez lui et lui tire dessus. Il survivra, mais la balle qu'il a reçue est toujours logée dans son dos. Écoutez-le, le général, nous raconter comment s'est passé ce premier attentat. La première fois, j'aurais dû mourir si le bon Dieu n'avait pas mis la main. Et puis ça a continué. Donc, je ne peux pas me sentir en sécurité si ça fait 2 fois qu'on attente à ma vie sans que j'aie la protection et sans que les autorités ne disent non.
Ouais, sans que les autorités françaises ne lui disent rien. Mais est-ce que pour autant, Philippe, on peut dire que le complot de 2018, dans lequel Daniel Forestier donc était cité, est lié à celui de 2015? Alors ça, pour le moment, c'est impossible de l'affirmer. À l'époque, la plainte du général avait été classée sans suite, et pour l'avocat de la famille Forestier, Cédric Wissou, rien ne permet de lier les deux affaires. Que les choses soient bien claires, le nom de Daniel Forestier n'est absolument pas associé, ni de près ni de loin, à cette affaire de 2015. Ce qui était reproché à Daniel Forestier, c'est d'avoir participé à un projet, cette fois-ci à l'année 2018, sans qu'il puisse être dit qu'il y avait le moindre lien entre cette affaire de 2018 et celle de 2015. Ça, c'était la même cible. Il faut être extrême. Ah, c'était la même cible, mais en tout cas, à aucun moment, le dossier ou l'affaire de 2015 n'apparaît de manière directe ou indirecte dans le dossier de 2018. Alors on l'entend bien ça, Philippe. Maintenant, 2 tentatives de meurtre sur la même personne à 3 ans d'intervalle, le général Mbaou, lui, se demande si le commanditaire ne pourrait pas être le même. Effectivement, lorsqu'il entend parler de ce deuxième attentat en projet contre lui, il fait le rapprochement. Et ça l'inquiète d'autant plus qu'il vit ici avec sa femme et ses 3 enfants sans bénéficier de la moindre protection. Il demande donc maintenant à être entendu par la justice et il veut que des expertises soient ordonnées. Je tiens, j'exige même de rencontrer le juge de manière à ce qu'on ait la possibilité, de comparer la balle qui est dans mon corps et la balle, les autres balles pour la situation de M. Forestier. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que j'ai le portrait robot de votre agresseur, de mon agresseur, de 2015. Secret d'info sur France Inter. Bien, alors maintenant qu'on a vu que Daniel Forestier était cité dans un complot visant un général congolais exilé en France, voyons ce qui s'est passé ensuite, Philippe Reltien, parce que ce complot a été éventé. En effet, et ça s'est passé en 2 temps. D'abord, au siège de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Levallois, la police reçoit un renseignement anonyme lui indiquant qu'on s'apprêterait à tuer le général Mbaou en France, et cette source dit que Daniel Forestier serait impliqué dans le complot. Selon nos informations, ce renseignement serait venu des services tchèques à Prague. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, la DGSI commence à enquêter et elle envoie 2 policiers en Haute-Savoie au commissariat d'Annemasse. Il convoque Daniel Forestier, il lui explique que son nom est mêlé à un complot et que la France ne tolérera pas qu'on assassine un opposant d'un autre pays. Et là, l'ex-militaire ne cherche pas à nier les faits. Il explique même qu'il devait trouver des explosifs et il raconte qu'il en a déjà caché une partie. Bref, il parle, constate encore le journaliste Jacques Follot. Cet homme qui a toujours vécu dans le secret, on voit que dans le projet d'élimination du général Mbaou, auquel il est associé, on voit qu'à un moment donné, il décide de parler. Alors, il faudra encore éclairer les conditions dans lesquelles il relate tous ces faits à la DGSI, au renseignement intérieur français, mais en tout cas, il décide de parler. Est-ce que ça a été un moyen pour lui, finalement, de se sortir d'un projet dont il ne voulait pas être? Alors, on n'aura pas de réponse puisque la personne est décédée, mais de facto, ça l'a aussi mis en danger, c'est que ça l'a présenté officiellement, ouvertement, publiquement comme une source d'information. Oui, on va voir que c'est peut-être d'ailleurs ça qui a signé sa perte. Mais en attendant, Philippe, juste après sa confession, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 7 septembre dernier, le parquet de Lyon nomme un juge. On procède dans la foulée à des perquisitions et on met en examen Daniel Forestier et son complice présumé, Bruno Susini, pour association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Mais là, changement de ton. On est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et Daniel Forestier nie tout en bloc. Mais il est quand même mis en examen. Oui, tout comme Bruno Susini. Le parquet requiert alors leur incarcération, mais ils sont laissés libres sous contrôle judiciaire à l'issue de la garde à vue. Sauf que tout ça va très vite s'ébruiter et ça va devenir public. Effectivement, d'abord la presse révèle l'information, puis un compte Twitter publie la photo de la maison de Daniel Forestier, ce que regrette Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Bruno Susini. Les fuites qui sont intervenues le jour même de la mise en examen de mon client démontrent à l'évidence qu'ils ont été exposés. Dans un dossier comme celui-ci, encore une fois, eu égard aux anciens métiers tels que la presse l'a relaté, il est évident qu'il ne fallait pas
donner leur identité, il ne fallait pas dire ce qu'il en était, ça pouvait rester à l'état de généralité. Ces fuites les ont exposées et sont tout à fait anormales. Ouais, anormal, dit cette avocate. En tout cas, le résultat de tout ça, Philippe, c'est qu'effectivement, Daniel Forestier se retrouve sous le feu des projecteurs. Oui, et c'est ça qui est grave, parce qu'il connaît la loi du milieu et le risque de représailles. Lui sait que s'il a parlé à la DGSI, c'est parce que le complot était déjà connu de la police. Mais autour de lui, on n'a pas cette information. Aux yeux des autres membres du commando et de son commanditaire, on considère peut-être que c'est lui qui a fait échouer l'opération. C'est en tous les cas une hypothèse que retient Patrick Baudouin de la Fédération internationale des droits de l'homme. Je pense que dans le milieu traditionnel du renseignement, avec les règles qui sont les siennes, on peut considérer, c'est l'opinion, je pense, majoritaire, que c'est une balance. C'est une balance parce que il est allé raconter quelque chose qu'il avait connu dans le cadre de son appartenance au service. Enfin, il a utilisé ces éléments d'information. Ah donc c'est parce qu'il aurait parlé qu'on l'aurait fait taire, c'est établi ça? À ce stade non, il faut rester extrêmement prudent, mais c'est la piste qui est privilégiée par les enquêteurs, parce qu'aux yeux de certains, il était devenu le maillon faible du complot, celui qui connaissait toute la chaîne, et peut-être même le nom du commanditaire. L'éliminer, c'était donc effacer un témoin gênant, estime Norbert Tricot, l'avocat du général Mbao. Nous considérons qu'il y a une volonté de faire disparaître des preuves. Et en assassinant Daniel Forestier, c'est un élément important de la chaîne de commandement et d'exécution de la tentative d'assassinat contre le général Ferdinand Mahou qui disparaît. Et donc, il serait important que les deux autres personnes concernées puissent faire l'objet de mesures de protection importantes et que le général Ferdinand Mahou puisse être confronté aux deux survivants. Ouais, donc lui privilégie la piste du complot congolais, mais il en existe une autre. Oui, c'est la piste du Kazakhstan. Il ne faut pas oublier que Daniel Forestier accompagnait l'épouse d'un homme qui fréquente le sommet du pouvoir kazakh. Un homme qui a rencontré le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, en 2011, après que la France a signé des contrats avec le Kazakhstan pour lui vendre des hélicoptères Eurocopter et des locomotives Alstom. C'est d'ailleurs ce dossier des hélicoptères qui a débouché sur ce qu'on a appelé le Kazakhgate. Bref, pour Jacques Folloroux du Monde, on ne peut pas exclure que le déballage médiatique autour de l'ancienne appartenance de Forestier à la DGSE ait pu faire naître des soupçons chez son employeur. Une semaine après sa mise en examen, en septembre, dans le cadre du projet d'élimination du général Mbao, Daniel Forestier est mis à l'écart de son métier d'alors, qui était à la fois garde du corps de l'une des filles, donc de celui qui a dirigé pendant 29 ans le Kazakhstan et qui a démissionné en mars dernier. Donc il est à la fois garde du corps de cette dame, très puissante, on est au cœur du pouvoir kazakh, et aussi pouvait être finalement une source d'information des services de renseignement français. Alors est-ce que ça a posé un problème au clan Nazarbayev? Est-ce que même si ça a posé un problème, est-ce que ça a pu avoir constitué une menace, un préjudice pour Forestier? Ça reste ouvert. Ouais, en clair, ce qu'ils auraient pu se demander, c'est est-ce que le garde du corps était un espion à la solde des Français? Voilà, et c'est peut-être effectivement ce qu'on a pu penser du côté kazakh. Ouais, sauf que cette hypothèse, Philippe, elle se heurte à deux écueils. Oui, d'abord, tout le monde présente Daniel Forestier comme un homme fiable et loyal, et son passé d'espion remontait à plusieurs années déjà. Mais surtout, les Kazakhs en Suisse ne fonctionnent pas comme ça, explique François Pilet, le spécialiste des affaires de corruption. Ils n'ont jamais été publiquement impliqués dans des affaires de sang. Il y a eu quantité de règlements de compte, de luttes parfois très violentes pour retrouver des fonds, pour contester, enquêter sur des acquisitions immobilières, mais toujours limitées à des luttes financières et économiques. Le problème, c'est qu'il n'y a rien dans cette histoire, aucun élément tangible qui rapproche ça au Kazakh à part son emploi. C'est pas suffisant. Ouais, donc retour à la case départ. En effet, ce que cherchent les enquêteurs maintenant, c'est à mettre la main sur le chaînon manquant de l'équipe recrutée par Daniel Forestier. Un homme en fuite qui l'aurait conduit 2 fois à Bessancourt pour espionner la villa du général. Personne ne sait où il se cache aujourd'hui.
Or, c'est peut-être bien lui qui détient la clé de l'énigme. Oui, une partie de cette clé. En tout cas, merci pour cet éclairage, Philippe Reltien. Alors, je précise qu'on peut réécouter votre enquête sur le site de France Inter ou sur l'appli France Inter. Au passage, d'ailleurs, vous pouvez nous y laisser vos commentaires et vous pouvez aussi le faire sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous, après les zones d'ombre qui entourent la mort de Daniel Forestier, eh bien nous allons parler de celles qui entourent les 2 dernières évasions spectaculaires du braqueur Redouane Faïd, et on le fait juste après ça.